L'autodiscipline, ça fait rêver, mais par quel chemin y accéder? C'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec Dina Germani et moi dans ce troisième volet sur l'estime de soi. À tout de suite! Hello les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Ici, on partage avec vous de précieuses ressources pour vivre l'éducation de vos enfants en toute sérénité et pour jouir de ces précieuses années qui vous sont offertes gracieusement. Alors ici, c'est Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et en ce moment apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Heureux et épanoui en famille, c'est 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir notre psychologue et psychothérapeute Dina Germani. Bonjour Dina. Salut, bonjour Claudine. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, je vous rappelle, les amis, que Dina propose des séances d'accompagnement. Alors, je te laisse en dire un petit peu plus, Dina. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Je propose des consultations ou des accompagnements aux parents qui auraient besoin d'être aiguillés, soutenus dans leurs tâches, et puis aux personnes seules aussi, bien sûr, hein. Donc, voilà. Alors, ça se fait en présentiel, mais aussi à distance. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis je suis dans le Grand Est, donc si les personnes qui nous regardent sont aux Antilles, ça va être compliqué de faire une consultation en présentiel, mais on pourra faire euh, sur Zoom, par exemple. Voilà, vive la technologie qui nous permet déjà d'avoir cet échange-là aujourd'hui et puis qui vous permettra d'être accompagné par Dina en cas de besoin. Donc, vous pourrez la contacter par mail et je mettrai toutes ces informations en barre de description ci-dessous. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, nous poursuivons notre questionnement sur l'estime de soi. Nous en avons déjà abordé 2 volets précédemment. Dans le dernier que nous avons abordé, nous avons pu voir que l'estime de soi pouvait se construire et même être renforcée, aussi paradoxal que cela puisse être, par l'exercice de la discipline bienveillante que font les parents. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, vous pourrez cliquer sur les liens qui s'affichent juste au-dessus. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'autodiscipline, ça fait rêver, oui, mais par quel chemin y accéder? Alors, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour quelqu'un qui arrive là, l'autodiscipline, qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec l'estime de soi d'une personne? Alors, je crois que l'autodiscipline est vraiment au cœur de l'estime de soi. Ça fait appel vraiment à la maturité de la personne. Ça, quand on parle d'autodiscipline, on parle de maîtrise de soi, hein, face aux objectifs qu'on pourrait se fixer. Donc, c'est la capacité justement de se fixer les objectifs et de les atteindre. Donc, en tant que parent, oui, on peut enseigner l'autodiscipline à ses enfants. Mais je crois que le volet qu'on a abordé la semaine dernière est extrêmement important parce qu'il faut d'abord rentrer dans la discipline pour pouvoir être autodiscipliné. Voilà, donc oui, là encore, c'est un vaste programme qu'on essaie d'ébaucher, qu'on essaie de développer ici sur cette plateforme. Mais l'idée, c'est que on peut apporter de nombreuses ressources à travers l'éducation, à travers la transmission. On peut apporter toutes ces ressources à ses enfants. Alors, on avait bien souligné la dernière fois que la discipline, c'était le fait d'enseigner, hein, c'était le fait d'accompagner. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et donc, on peut continuer dans l'accompagnement, on peut apprendre aux enfants à développer oui, une autodiscipline. Voilà. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. S'attendre à ce que les enfants soient capables de se discipliner tout seuls sur un certain point, alors qu'on n'a pas fait l'accompagnement juste avant. Justement, par Voilà. rapport à ça, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut parler de penser qu'un enfant peut s'autodiscipliner? Alors, je pense qu'à tous les niveaux du développement, les enfants ont une certaine
maturité en fonction de leur âge. Maintenant, qu'on soit quand même clair sur ce qu'on entend par autodiscipline ici, pour moi, l'autodiscipline, c'est vraiment cette force intérieure que l'on développe au fil du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus la motivation pour faire quelque chose, on n'a plus quelqu'un derrière pour nous pousser à faire, eh bien, on arrive à faire de par soi-même, de par ses moyens. Alors, ce qui est propre aux enfants, c'est que justement, ils ont besoin de quelqu'un pour les motiver. D'accord? Donc, ils ont ce qu'on appelle ils n'ont pas en tous les cas cette motivation toujours intérieure pour faire. Donc, quand on parle d'autodiscipline, chez les enfants, il faut être quand même prudent parce que ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on les aide à grandir. Hein. Ils ont besoin qu'on leur enseigne, qu'on leur montre les choses. Et donc, pour pour espérer être dans l'autodiscipline, il faut au moins qu'ils aient atteint, j'ai envie de dire, l'âge au moins du raisonnement. Hein. Donc, un petit peu après les 4-5 ans, on va dire vers les 7 ans, hein, parce qu'il faut quand même un certain développement cognitif, intellectuel, pour pouvoir accéder à cette force intérieure. Et c'est vrai que les enfants peuvent faire peut-être parfois pour faire plaisir aux parents, pour se faire aimer. Dans ce cas-là, on ne peut pas encore parler d'autodiscipline. Pas vraiment, parce ils ont besoin qu'on les motive à faire les choses. Alors, dans certains domaines, bien sûr. Les adultes sont comme ça aussi de temps en temps. Certains adultes sont encore ont besoin encore de grandir, de mûrir. Hein. J'ai envie de dire, ils sont encore des enfants. Enfin, oui, parce que certains adultes n'ont peut-être pas eu aussi ce privilège d'être accompagnés avec bienveillance pour entrer dans cette autodiscipline. Et donc, souvent, ce sont des enfants qui ont été brisés des enfants qui ont été malheureusement brisés par une discipline trop rigide qui fait que bon, ils n'ont pas pu accéder à cette étape de maturation, quoi. Ce qui donne lieu Donc, à des adultes qui procrastinent quand il faut faire certaines choses, des démarches administratives ou faire du sport, ou enfin peu importe. Mais alors, tu fais bien de le mentionner, mais le fait d'être adulte et d'avoir ces difficultés ne veut pas dire qu'on ne puisse pas justement développer l'autodiscipline. Voilà, je voulais simplement souligner le fait que parler d'autodiscipline avec les enfants, c'est quelque chose qui demande quand même une certaine capacité de raisonnement. Hein. Voilà. Et qui n'est pas, donc, si on parle des enfants en dessous de 7 ans, oui, ils peuvent y arriver pour un certain nombre de choses, mais pour ça, ça demande beaucoup d'accompagnement, de présence. tout à fait. Parce que pour être dans l'autodiscipline, il faut vraiment cette capacité de raisonner, de se penser, de faire des choix. Mais on peut proposer des petits défis aux enfants. Euh, mais voilà, c'est plus compliqué avant le stade de raisonnement où l'enfant peut prendre du recul par rapport aux choses. Et la semaine dernière, nous parlions en fait du fait que les parents devaient apprendre à éduquer en toute conscience, ayant à l'esprit les objectifs qu'ils souhaitent atteindre avec leurs enfants, les valeurs qu'ils souhaitent leur transmettre. Alors, est-ce qu'il y a des questions que nous, parents, nous devrions nous poser avant de commencer à chercher à transmettre quelque chose à nos enfants? Oui, alors bien entendu, alors tu fais bien de mentionner cela parce qu'en réalité, l'autodiscipline, si c'est vrai que c'est difficile à mettre en place pour les enfants, à aider à développer chez les enfants, je crois qu'il est indispensable pour le parent d'être autodiscipliné. Voilà. Et on a plus de chances de voir les enfants développer cette capacité si on est soi-même dans l'autodiscipline, tout en sachant que il n'y a pas d'âge, à mon avis, pour commencer à chercher à, à s'autodiscipliner. Donc, oui, c'est la responsabilité du parent de chercher
à lui-même, à se penser, à penser l'éducation qu'il ou elle veut transmettre. Euh, on a tous quelque chose, que ce soit culturellement, spirituellement, on a tous quelque chose qu'on aimerait transmettre, consciemment ou inconsciemment. De toutes les façons, on transmet les choses. On sait aujourd'hui que, que l'enfant est que 90 à 95% de l'éducation se fait dans l'environnement. C'est-à-dire que l'apport de l'environnement est beaucoup plus important que la génétique, en fait. D'où le rôle extrêmement important des parents lorsqu'ils pensent lorsque le parent pense à son enfant et qu'est-ce qu'il aimerait transmettre. Lorsque vous entrez dans un magasin, les livres que vous achetez ou que vous aimeriez que vos enfants lisent, les vidéos que vous téléchargez pour regarder avec eux, tout ce que vous faites est potentiellement le sujet d'éducation. Et d'où, je reviens un petit peu à ce que nous disions dans les précédentes vidéos, où on parlait en fait du fait que l'éducation, c'est plus une question d'être, d'authenticité que d'action en fait à mener. C'est vrai que parfois les parents, on a tendance à dire ne fais pas ci, fais plutôt ça, et puis de notre côté, on s'accorde peut-être quelques petites exceptions, mais qui sont aussi des transmissions malheureusement, des contre-transmissions. Oui, et c'est vrai, je pense qu'il faut que les idées soient claires pour soi-même. Il faut qu'on sache clairement ce qu'on veut transmettre. Je pense que principalement, ce qu'on veut transmettre, c'est une capacité de bien penser, une capacité de bien se penser, on veut aussi que l'enfant puisse dire la vérité, hein, donc être honnête. Tenir ses promesses et puis surtout assumer ses responsabilités. Quand il fait bien ou quand il fait pas bien, qu'il puisse assumer ses actes. Je pense que ça fait partie de ce qui rend quelqu'un intègre. Donc, principalement, on veut voilà, transmettre une certaine intégrité. Et c'est vrai pour les parents chrétiens ou pour les parents qui ne le sont pas. Je crois que globalement, on veut des êtres intègres. Et comment est-ce qu'on apprend à un enfant à développer sa capacité à raisonner? Alors, il y a peut-être, alors je dirais en jouant beaucoup, hein, en passant beaucoup de temps Alors il y a des jeux hein, qui sont destinés à ça, à développer le raisonnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un stade du développement de l'enfant où il rentre naturellement dans le raisonnement. Je pense que ce qui est important, c'est d'aider l'enfant à bien se penser. Hein, à bien se penser, à savoir qui il est et à savoir avoir un sens des vraies valeurs. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, quand tu parles de raisonnement, je pense que tu fais allusion à cette capacité de faire les bons choix, c'est ça? Oui, tout à fait. De bien se penser. Oui, oui, oui. Voilà, donc je pense que c'est au travers du vécu hein, avec l'enfant qu'on puisse aussi transmettre à l'enfant notre manière de penser. Hein. Et pour pouvoir transmettre la manière de penser, ben, il faut passer du temps avec cet enfant. Il faut être dans l'échange, dans le dialogue. Et ne pas porter de jugement si cet enfant ne comprend pas très bien quelque chose ou a une idée différente que la nôtre, mais l'accompagner, l'aider à voir les enjeux d'une telle pensée. Puis on est aujourd'hui dans une société où les choses bougent énormément, les enfants ont accès à beaucoup d'informations, donc on peut veiller à ça. C'est pour ça qu'il est important, intéressant, si les parents ont un poste de télé à la maison, ne pas laisser les enfants seuls devant l'écran, mais accompagner les enfants devant les écrans et pour leur permettre aussi de construire un esprit critique hein, par rapport à ce qu'ils voient, qu'ils se posent les bonnes questions. Voilà.
Ouais, c'est important de savoir ce qu'ils regardent et puis de pouvoir, pas juste d'être comme le contrôleur, mais celui qui accompagne, qui va en discuter avec eux, savoir en fait, parce qu'une même image peut être interprétée de plusieurs manières différentes, différemment par les enfants. Donc, d'en discuter aussi un petit peu avec eux, effectivement. Oui, parce qu'ils n'ont pas, à différents stades de leur développement, ils ont des perceptions qui sont différentes. En général, on dira qu'avant les 8 ans, par exemple, l'enfant ne comprend pas vraiment ce qu'est la mort. Il peut voir des images, on peut regarder un film avec des actes de violence et ça pourrait le perturber parce qu'il ne comprend pas un Mm. certain nombre de choses. Donc, là, j'ai pris cet exemple, mais tout simplement pour dire que accompagner les enfants des fois dans leur lecture, les accompagner dans ce qu'ils regardent, dans la musique qu'ils écoutent, de ce Mm. qu'ils entendent, et leur apprendre à faire les choix qui sont les meilleurs pour eux. Et je pense que c'est ainsi qu'on apprend à l'enfant à bien se penser et à développer des valeurs qui vont lui permettre plus tard de faire les choix les plus appropriés. Tu as parlé aussi tout à l'heure en fait, de la position du parent lorsque l'enfant, eh ben, il a une opinion qui est différente de celle de son parent et qui sont un petit peu en opposition. Ça, c'est comme quelque chose de difficile dans les faits à accepter pour le parent de voir qu'un petit là qui se tient et qui tient tête et qui pense avoir raison et qui n'est pas d'accord avec son parent. Donc, comment accompagner un enfant dans cette situation-là en respectant son point de vue, mais en même temps, Alors, comme je, ce n'est pas forcément le bon raisonnement. oui, alors là encore, il faut être conscient du stade du développement de l'enfant. Euh, Parce que il faut voir si l'enfant a la capacité cognitive de rentrer dans l'échange qu'on lui propose. Mhm. Euh, Quelquefois, ça peut être tout simplement qu'il n'a pas bien saisi toute l'ampleur de quelque chose. Donc, il répond en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il perçoit. Donc, je pense, oui, que ça demande énormément de patience, hein. On Mais peut pas parfois, c'est comprendre. aussi, ah, excuse-moi de m'interrompre, parfois, c'est aussi un adolescent qui simplement a envie de vivre sa propre expérience. Et dans ce cas de figure, justement, les parents ont tendance à être, comment dire, en conflit, dans une sorte de conflit intérieur entre le fait de laisser à l'enfant la liberté de vivre un petit peu ses propres expériences, apprendre lui-même de ses erreurs, et en même temps de savoir quelle est la limite à respecter pour quand même assurer un cadre qui reste sécurisant pour leur enfant. Donc, comment trouver le juste milieu? Oui. Alors, c'est vrai qu'à l'adolescence, l'enfant a tendance à rechercher à s'affirmer, à affirmer ses points de vue, ses valeurs. L'idée, c'est vrai, c'est de préparer cette adolescence. Comme je crois que je l'ai dit précédemment, l'adolescence, ça se prépare dans l'enfance et c'est vrai que à un moment donné, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant puisse faire ses propres choix, mais qui ressemblent aux nôtres. Hein, c'est ce que tout le monde souhaite, hein. Et pour ça, il faut se préparer. Il faut vraiment préparer tout ça avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Alors, c'est vrai que quand le parent ne peut pas de lui-même influencer son enfant, quand il sent qu'il n'a plus cette influence sur son enfant, je crois que c'est important de faire appel à ce qu'on appelle des tuteurs de développement, c'est-à-dire des personnes, une tierce personne de confiance, ça peut être un professionnel, mais ça peut être aussi une personne de confiance, hein. Ça peut être un parent, un oncle, une tante, Mhm. un ami, quelqu'un qui pourrait encore avoir une certaine influence sur son enfant, hein. Voilà, quand le parent sent qu'il n'a plus, qu'il n'est plus dans ce rôle, qu'il ne peut plus accéder euh, à son enfant, qui peut plus vraiment l'aider cognitivement, enfin, à prendre les bonnes décisions, je Mhm. pense que c'est important. Alors moi, et je le dis, je pense que c'est très important, déjà pour le parent, de reconnaître quand il n'a plus cette influence, hein. C'est important de reconnaître pour pouvoir permettre à quelqu'un d'autre, on pourrait appeler, comme je disais, un tuteur de développement, on pourrait appeler pour aider son enfant, pour l'accompagner.
L'essentiel, c'est de s'en rendre compte suffisamment tôt C'est important avant. de le dire parce que dans ces cas de figure, en fait, les parents sont également en souffrance et parfois se sentent encore coupables de ne pas être à la hauteur en fait, de la responsabilité. Donc, ils peuvent tenter d'exercer en fait leur pouvoir de domination sur leur enfant et en général, à cette période-là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est important que tu soulignes cela aussi. Oui, et rester vraiment dans la bienveillance, euh, parce que la discipline en soi, elle est bienveillante et, et on n'use pas de son autorité pour démolir son enfant. L'autorité du parent, elle est là pour justement, en tous les cas, pour veiller à la santé émotionnelle de son enfant, quel que soit son âge. Hein, quel que soit son âge. Et si cet enfant est en train de prendre des risques, je crois que le parent doit rapidement rechercher de l'aide et ne pas se laisser submerger par un certain nombre de comportements, d'émotions et, euh, et perdre le cap, quoi. Cela suppose quand même une bonne dose d'autodiscipline de la part du parent et quand même une bonne capacité aussi à gérer lui-même ses propres émotions. Oui, c'est pour ça que, comme je le disais au départ, l'autodiscipline, c'est vraiment, je crois que c'est dans un premier temps le défi des parents, quoi. C'est d'abord le défi des parents, s'autodiscipliner pour que cet enfant puisse avoir accès à tout ce toute l'influence que le parent pourrait avoir, toute l'influence positive, bien sûr, qu'un parent pourrait avoir sur son enfant. Et est-ce qu'il y a d'autres compétences que le parent devrait développer pour pouvoir être efficace dans ce domaine? Alors, c'est toujours dans le cadre de l'autodiscipline, hein. Ouais. Je pense pour être autodiscipliné, il faut garder un esprit ouvert. Faut garder un esprit ouvert. Il faut vraiment avoir un esprit de gratitude, de reconnaissance, parce que des fois, on relève beaucoup ce qui ne va pas Ouais. et on oublie de relever les choses positives. Je pense que le parent doit avoir une opinion positive de lui-même pour justement transmettre à l'enfant une opinion positive de lui-même. Voilà, parce que être parent, c'est en fait apprendre à son enfant à penser, en fait, se penser. Et, euh, et ça, on ne peut pas le faire si soi-même, on a un regard hyper négatif sur soi, quoi. Donc, en apprenant à se penser positivement, eh bien, on aide l'enfant aussi à se penser beaucoup plus positivement. Donc, l'idée, c'est se penser, c'est aussi maîtriser ses pensées, hein, maîtriser ses pensées, maîtriser ses comportements. Parce qu'en tant que parent, on peut, par exemple, aimer les glaces. Voilà, je prends cet exemple. On aime beaucoup les glaces parce que c'est Le délicieux, parce chocolat, que le chocolat. le chocolat le chocolat ou les écrans, hein, et on peut avoir envie de se faire plaisir régulièrement, tous les jours. Mais il faut se demander, mais si j'ai ce comportement tous les jours devant mon enfant, qu'est-ce que je lui renvoie comme image? Donc, donc, bien entendu, si je veux transmettre de la discipline, une certaine maîtrise de soi, il faudrait déjà que je sois dans cette discipline et dans cette maîtrise de soi. Et donc, je peux me fixer des objectifs. L'idée, c'est de se fixer des objectifs et de les réaliser. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une manière de grandir, de s'améliorer avec son enfant, en pensant à son enfant, même si on, même si on ne, on ne lui dit pas, mais l'enfant devient témoin de l'évolution de ses parents. D'accord. Et tu penses que du coup, c'est ce qui pourrait aider, justement, comme tu parles de la capacité à se fixer des objectifs, est-ce que c'est ce qui pourrait aider un enfant à être capable de se fixer des objectifs pour lui-même aussi?
alors, ayant un parent cohérent, ça aide, mais il faudrait aussi concrètement accompagner cet enfant. Encore une fois, tout dépend de l'âge d'un enfant, mais les enfants, quand ils sont encore en préadolescence ou même plus petits, on peut leur proposer des petits objectifs, hein. Et puis, ça peut... l'idée, c'est d'avoir un regard sur le comportement qu'on veut modifier et, et proposer alors, proposer à l'enfant des petits objectifs, lui demander qu'est-ce qu'il aimerait, par exemple, qu'est-ce qu'il aimerait changer. Il y a des enfants qui vont peut-être parler de l'école et qui vont dire, moi, j'aimerais avoir de meilleures notes. Alors, le parent pourrait accompagner son enfant. Oui, son objectif, c'est d'avoir de meilleures notes dans telle et telle matière. Donc, en fonction de l'âge, je pense qu'il faut que l'objectif soit simple et précis. Et puis, on peut se l'écrire, hein. On peut l'écrire sur un tableau ou sur une feuille et se dire, bon, ben, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif? Comment est-ce que tu vas l'atteindre? Et aider son enfant à atteindre ses objectifs. On peut dire, pour les plus petits, on peut décider à la semaine de vérifier ou peut-être à la journée, tout dépend de l'âge de l'enfant. Voilà. Donc, il faut vraiment faire en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant. Et des fois, on peut avoir des objectifs pour ses enfants, mais comme ils sont tout petits, on peut ne pas l'exprimer, puisqu'on sait cognitivement, ils ne pourront pas comprendre. Mais on peut travailler avec eux dans ce sens, hein. Puis il y a des enfants comme des adultes qui ont besoin d'apprendre à maîtriser leur colère, par exemple. Donc, il y a d'innombrables objectifs qu'on peut se fixer, qu'on peut considérer comme des défis et qu'on peut essayer de relever, soit au quotidien, soit semaine après semaine. Mais l'idée, c'est de travailler avec son enfant sur ses objectifs, ne pas le laisser seul à gérer, même si c'est son envie d'avoir des bonnes notes, mais voilà, l'accompagner, l'accompagner. En général, quand on se fixe des objectifs et qu'on sait comment les atteindre, on est beaucoup plus motivé pour les atteindre. Voilà. Et donc, l'autodiscipline vient au fil du temps parce que, comme je disais tout à l'heure, l'autodiscipline, vraiment, c'est cette force intérieure qui me permet d'agir lorsque même quand je n'ai plus envie de faire. Oui, oui, ça c'est important. De se construire des routines, même en tant qu'adulte, de ne pas attendre forcément la motivation pour pouvoir faire des choses. Mais est-ce que ça ne Voilà. risque pas parfois d'être un petit peu trop les objectifs, je veux dire, des parents? Je veux dire qu'en tant que parent, ce que j'attendrais, c'est que mon enfant arrive à un certain degré d'autonomie à ce niveau-là et que lui-même se fixe un petit peu ses petits objectifs, voilà, ses idéaux à atteindre. Bien sûr, ça peut être mon objectif, mais ça ne veut pas dire que cet objectif il sera atteint rapidement. Ça peut prendre du temps, comme il faut rester sensible au développement cognitif, psychologique de son enfant, hein. Il y a des enfants pour qui ça sera facile à atteindre, et puis il y a d'autres pour qui auront besoin d'un peu plus de temps, quoi. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Lorsque tu parlais en fait de l'image que l'on entretient de soi-même et de son enfant, en fait, de l'image positive, et c'est aussi lié à la façon de se fixer des objectifs. J'aimerais juste rebondir dessus parce que c'est vrai que lorsqu'un enfant a un comportement qui n'est pas forcément celui attendu par ses parents, eh bien, le parent peut se sentir submergé par ses émotions et du coup développer une image négative de son enfant et tout le comportement suit en fait. L'attitude du parent voilà, devient de plus en plus négative et bon, on tombe dans un cercle vicieux. Donc, effectivement, je trouvais que c'était quelque chose d'important à souligner. Comment est-ce qu'on peut entretenir l'image positive que l'on a de son enfant? J'ai cru que ça avait... Alors, Ouais. oui, alors c'est pour ça que je pense que développer un esprit de gratitude ou de reconnaissance, hein, c'est quelque chose qui est vraiment important. On peut se fixer des objectifs quotidiens, hein, des objectifs quotidiens. Se donner comme objectif de relever que les choses positives dans une journée.
je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, en tant que parents, que nous sommes là pour aider un enfant à grandir, mais euh, le souci doit être vraiment la santé émotionnelle, la santé psychologique. Et donc, quel bien ça peut faire à quelqu'un si on lui dit tout le temps des choses négatives. En général, lorsqu'on ressasse les choses négatives, c'est, ça renforce, c'est ce qu'on appelle un renforçateur négatif, en fait. Et c'est là où il faut comprendre vraiment le pouvoir de l'éducation. C'est justement de forger un être et, euh, et de lui permettre d'être le meilleur de lui-même. Et pour qu'il soit le meilleur de lui-même, il faut que je transmette les meilleures choses. Et donc, plus j'utilise des renforçateurs positifs, eh bien, plus il va développer ses capacités, ce comportement positif. Tant que le regard se focalise sur les choses négatives, on ne verra que les choses négatives. L'idée, c'est de se focaliser sur ce qui est positif et le souligner et puis permettre à l'autre d'avancer avec cela. Parce qu'en général, quand on se focalise sur euh, ce qui fait mal, ce qui ne va pas, eh bien, ce sont ces choses-là qu'on retrouve. Et les parents, souvent, ont tendance à répéter les choses qui ne vont pas. Exactement. Parce que justement, ça ne va pas, on les répète. Et plus on répète, eh bien, le petit cerveau en formation de l'enfant ne fait qu'enregistrer, c'est indépendamment de sa volonté, hein. Il enregistre toutes ces choses et s'il entend plus souvent dans une journée, eh bien, tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, eh bien, il aura plus tendance à faire mal que de faire bien. Voilà. Donc, il faut se dire qu'on a la possibilité de modifier, de modeler le comportement de son enfant rien qu'en parlant. Rien qu'en parlant. Voilà. Ça fait Et peur et en même temps, dans un sens, ça peut être vraiment effrayant de savoir qu'avec une seule parole, on peut démolir, mais en même temps, c'est aussi un puissant encouragement parce qu'avec une seule parole, on peut aussi construire, c'est aussi le pouvoir de faire de belles choses. Exactement. Voilà, c'est ça, le logos, hein, la parole, Oui, le c'est ça. pouvoir de la parole. Donc, c'est extrêmement important et ça fait partie certainement des compétences à développer en tant que parent, c'est apprendre à bien parler, hein, à dire les... Et comment est-ce qu'un parent peut savoir, quel indicateur peut-il avoir pour savoir que son enfant, c'est bon, il est prêt, il est mûr pour la vie, il peut le laisser partir en toute quiétude? Est-ce que c'est possible de déterminer ce genre de choses-là? Je pense que l'objectif qu'on pourrait se fixer, effectivement, c'est que vers l'adolescence, les 17 ans, 18 ans, que l'enfant, effectivement, ait reçu suffisamment de, une influence suffisamment positive, hein, pour qu'il puisse justement avancer et prendre les meilleures décisions. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut se fixer ces objectifs, hein, euh, pour lui permettre d'entrer dans une plus grande autonomie. Euh, il va falloir, oui, pour que l'enfant puisse rentrer dans une plus grande autonomie, euh, il va falloir, oui, lui laisser cette chance, hein, de montrer effectivement qu'il ou elle a bien saisi, bien cerné l'éducation des parents, Ce hein. qui suppose un certain lâcher-prise alors de la part du parent. Bien sûr, oui. Oui. Alors oui, parce que je pense qu'à trop vouloir garder les enfants sous les ailes, on ne leur fait pas vraiment beaucoup de bien. Mais effectivement, il faut leur donner les bases suffisamment solides pour que vers les 17 ans, 18 ans, ils puissent se sentir beaucoup plus autonomes et capables de prendre des décisions justes, hein, quelles que soient les décisions, bien sûr, qu'ils sachent aussi que les parents seront toujours présents pour les accompagner s'ils ont besoin de conseils, mais qu'ils puissent faire des bons choix. Mm. On ne va pas les suivre au lycée, non?
En tout cas, ce que tu me dis me rappelle le témoignage d'une maman que j'ai entendu dernièrement, qui a eu 6 enfants et dont les aînés sont partis et ont fait leur vie. Et elle exprimait un petit peu son sentiment de fierté bien méritée de maman qui a bien travaillé et qui disait en fait la fierté, c'est pas juste d'avoir des enfants qui sont grands, etc., mais c'est d'être capable de voir que son enfant peut vivre sans forcément avoir besoin d'elle tout le temps, qu'il arrive à se débrouiller tout seul. Et ça, c'était vraiment le sentiment du devoir pleinement réalisé, pleinement accompli. Alors, moi, je reste persuadée que à tous les niveaux de leur vie, les enfants ont besoin du soutien de leurs parents, mais ce Oui, soutien se manifeste de différentes oui, manières. tout à fait. Alors, il y a un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est un mot hébreu euh, qui, euh, qui tire qui est plutôt la racine du mot Torah. On connaît la Torah, Mhm. mais cette racine, c'est Yora, et qui veut dire lancer des flèches, transmettre. Tu vois. Et ça m'a beaucoup parlé parce que finalement, dans l'enseignement, dans les hébraïques, il y avait cette notion de transmettre mais des flèches pour permettre à l'enfant d'atteindre un objectif. Lui donner Hein. ses armes, en fait, ses Et, outils pour la vie. Oui, et je trouve ça intéressant. Je pense que l'éducation doit se renouveler. Et elle doit pouvoir apporter, elle doit être une source d'enrichissement autant pour les parents que pour les enfants. Et quand on manque de ressources, il ne faut pas hésiter à aller chercher, à puiser, parce que bon, ben, euh, il y a énormément de ressources, que ce soit au niveau des professionnels, mais au niveau de la littérature mhm. littéraire. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de personnages qui ont traversé l'histoire hein, et qui ont écrit de formidables livres sur l'éducation. Et je crois qu'il est important de ne pas perdre de vue, voilà, ces écrits parce que ça permet de se rendre compte que, eh bien, on n'est pas seul et puis il y a Mhm. d'autres qui ont pensé l'éducation bien avant nous et que cette richesse, ils l'ont transmis, ils l'ont écrit, ils ont pris le temps d'imprimer tout ça dans des livres et que voilà, et qu'il faudrait oser puiser, oser C'est puiser. important parce que parfois on se dit que les enfants ne naissent pas malheureusement avec le mode d'emploi. On Bon. cherche le mode d'emploi, les parents peuvent on peut se sentir démunis fort souvent. Et comme tu le dis, le fait d'entendre des conférences telles que celles que tu donnes ou des entretiens comme celui-là, d'aller puiser dans les livres, ça montre qu'effectivement, on n'est pas seul. On n'est pas seul, que d'autres rencontrent les mêmes défis et qu'il y a moyen de... Et justement, alors, parce que nous avons dit beaucoup de choses, on a donné quand même, tu as pu donner plusieurs jalons quant aux âges, etc. Mais pour un parent qui voit qu'il a dépassé, on va dire, ces âges-là, ses limites, qui n'a pas forcément posé les bons enseignements, les bons mots au bon moment, euh, y a-t-il de l'espoir pour ces parents? Qu'est-ce qu'on peut rattraper? Comment on peut le faire? Oui, alors, comme je crois qu'il y a de l'espoir. Je crois qu'il y a de l'espoir. Maintenant, le travail à faire peut être de longue haleine, mais je crois qu'il ne faut jamais perdre espoir. Il faut surtout savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, mais l'idée aussi, c'est de permettre aux enfants de se responsabiliser. Quand ils ont atteint un certain âge, forcément, ils prennent des décisions. Euh, il faut les amener à comprendre que les choix, que les décisions qu'ils prennent auront un impact sur leur vie. Euh, et, et le parent doit aussi apprendre à se déresponsabiliser. Parce que c'est vrai il faut reconnaître ses limites en tant que parent, même quand on aurait placé les jalons, hein, même quand on aurait suivi les meilleurs conseils, lu les meilleurs livres, on peut se tromper, on peut faire des erreurs parce que les personnalités, un enfant, un être,
c'est assez complexe, ça reste complexe. Hein. Et donc, on peut quand même faire des erreurs et les enfants peuvent faire des choix qui ne ressemblent pas nécessairement à ceux qu'on aurait voulu. Hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça et reconnaître bien sûr ses erreurs, c'est déjà bien, mais aussi permettre à son enfant de prendre ses responsabilités, hein, par rapport à sa vie, par rapport à son avenir. Je ne pense pas que ce soit aux parents de porter la responsabilité des mauvais choix des enfants quand ils sont adultes. Hein. Alors, les amis, non, ce n'est pas un tour de magie. Nous n'avons pas modifié notre apparence d'un claquement de doigts, mais nous avons rencontré un petit souci lors de l'enregistrement de cet échange la dernière fois et nous avons dû reporter la conclusion à un autre jour. Donc, Dina, je te remercie en tout cas pour cet échange riche et fructueux que tu nous as accordé comme d'habitude. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, nous allons aborder un personnage historique issu de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Il a vécu environ autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et il était très jeune quand sa vie fut bouleversée par des événements tragiques. Donc, je vous laisse essayer de deviner de qui il s'agit. En tout cas, dans ce volet, nous dépasserons un petit peu le thème de l'estime de soi. Et Dina, tu auras pour nous un nouveau concept qui est indispensable pour l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Tout à fait. Oui, et je suis la semaine prochaine avec toi et avec les internautes, parce qu'effectivement, ça va être quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, palpitant. Voilà. On Toujours a pour nous. hâte. Voilà. Mais ça sera toujours dans la même perspective qu'on a eue jusqu'à maintenant, apporter des éléments pour que les parents, pour que les enfants puissent se sentir épanouis, que les parents, surtout dans leur rôle d'accompagnateur, de guide, hein, qui puissent vraiment aider les enfants à se construire, les enfants et les plus jeunes, les adolescents. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like et à partager cette vidéo massivement. Dina et moi, nous avons planté notre petite graine du jour. Pensez à planter la vôtre. Et nous vous disons au revoir. Bye bye.